Bien. Alors bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent également, qui vont nous suivre sur le Facebook de France Cyr, puisque cette présentation concernant les grands pédigrés AQPS de l'Ouest va commencer maintenant. Le titre suggéré par Laure était « Comment faire naître un champion ?» On va essayer pendant cette présentation de trouver quelques pistes. Ah bah on va tâcher. Mais tant que ce sont des AQPS qui sont nés dans l'Ouest, ils ne peuvent être que bons. Alors, je commence toujours mes présentations par cette petite diapo pour rappeler que élever un cheval de course, il y a 3 grands facteurs d'influence pour élever un bon cheval. La génétique, c'est un facteur très important. On estime pour un galopeur que c'est à peu près les deux tiers du potentiel du cheval. Ensuite, il y a l'influence du milieu, l'influence de l'homme. Le milieu, c'est l'alimentation, c'est le climat, c'est déjà la vie fœtale. On sait notamment que c'est l'étalon qui influence à 90% la qualité du placenta chez une poulinière. Donc certains étalons vont produire de meilleurs foals que d'autres. L'influence de l'homme, c'est évidemment le dressage, ce sont les manipulations, c'est voilà, tout ce qui est en dehors de la génétique. Maintenant, la génétique, c'est pas quelque chose de fixe. La génétique, elle s'adapte. Lorsqu'on travaille un cheval, évidemment, il va se muscler, il va prendre du souffle, il va évoluer. Et c'est la génétique qui permet d'aboutir ensuite à l'objectif, produire un champion. Alors, la race AQPS, qui signifie autre que pur sang, bon, ça tout le monde le sait. Studbook officiel depuis 2006, 100 pur sang ultra majoritaire dans les pédigrés des AQPS, avec à la base des origines sel français, des origines demi-sang, parfois des origines PA pur sang arabe, trotteur français également. On peut retrouver toutes sortes de races mélangées au pur sang qui est ultra majoritaire dans les pédigrés. Les souches maternelles peuvent être soit des souches pur sang, sur lesquelles on aura ajouté un étalon sel français ou AQPS, comme aujourd'hui Voilà de nouveau par exemple, qui permet de produire des AQPS à partir de juments d'autres races, essentiellement pur sang, ou autres, puisqu'on peut avoir des souches qui descendent d'anglo-arabes, qui descendent de trotteurs, même, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc on m'a soumis une liste de nombreux gagnants de groupe 1 produits dans l'Ouest par les adhérents de l'association AQPS Ouest. On m'a demandé d'en développer un. J'ai préféré commencer par en lister 6 pour fixer un petit peu les choses avant de développer celui de Épatante, puisqu'elle est dans cette liste la seule gagnante de groupe 1 en plat et en obstacle. Alors j'ai choisi Cyrname, fils de Nickname, gagnant de groupe 1 en obstacle. Fakir Douderi, fils de Capgarde, également gagnant de groupe 1 en obstacle. Épatante, dont on vient de parler, fille de Norris Kettle. Ganat, Norris Kettle, gagnante de groupe 1 en plat. Guerrier Rose, Red Link, groupe 1 en plat également. Et Irish Point, par Joshua Tree, également gagnant de groupe 1 en plat. Peut-être une première réponse pour élever un champion, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une, on voit ici par exemple l'élevage de Gigou, l'élevage Quetil, ML Bloodstock, c'est de construire sa propre jumenterie, la développer, sélectionner. Mais il y a aussi des gagnants de groupe 1 qui viennent d'associations. Là, on a 4 associés différents, 4 autres ici. C'est une autre méthode. L'union fait la force, dit-on. Alors, pourquoi pas élever des champions à plusieurs? Un premier regard sur le premier de la liste, Cyrname. Alors Cyrname, grand champion qui s'est illustré essentiellement en Angleterre, gagnant de groupe 1 du Ascot Chase, 4 victoires dans des groupes 2. Son pédigré, fils de Nickname, lui-même champion en obstacle. Narquille, sel français, puisque né avant l'ouverture du Studbook
à QPS par Passing Sale. Alors l'intérêt de ce pédigré, c'est en bas ici. On a Hamadryad, sa 5e mère, qui est une jument d'origine inconnue. C'est-à-dire que c'est une toute jeune famille à QPS, et il a suffi de 5 générations pour arriver à produire un champion. Hamadryad, origine inconnue, donc pas de pédigré, est la mère de Actualité, celle française dont le père Ping Pong a la particularité d'être par un anglo-arabe, lui-même fils d'un pur sang anglais et d'une jument pur sang arabe, et d'une trotteuse. Donc on a vraiment là le mélange de toutes les qualités des grandes races de course et de sport sur une jument d'origine inconnue. Donc Actualité ensuite a été croisée à Monsieur X, qui était un étalon des haras nationaux très influent dans le sport, pour donner Goéland qui s'est placé, croisé à Ali, un simple vainqueur mais fils de Roi Lyre, gagnant du Jockey Club de grande souche, et qui, 3 ici, gagnante, est devenue, je dirais, la base de cette jeune famille, puisque 3 de ses filles ont produit des black type. Cadmium est issu d'une fille de Qui 3. Il a gagné 7 courses, dont 3 courses de groupe 3 en obstacle. Niveling par Passing Sale, 3e du Grand Cross de Cran, dont la dernière édition 2022 va se courir cet après-midi à 18h. Et puis, bien sûr, Narquille, gagnante, qui, elle, a produit Belnamix, 3e des prix Glorieuse, Île Brillant et Struval, donc en plat à QPS. Et notre Sirname, donc gagnant de groupe 1, lui, en obstacle. On note au passage, donc dans le pédigré, inbreeding sur Northern Dancer, qui est assez classique. Ah, j'ai une question. Oui, c'était juste pour souligner qu'on n'a jamais de SF issu d'une origine inconnue. Parce qu'on n'est jamais sûr que ce soit pas une pur sang. Donc si Hamadryad avait été saillie par un pur sang, ça aurait donné autre chose qu'un sel français, pour s'assurer qu'on n'a pas de souche à QPS qui serait en fait des vrais purs. Donc c'est pour ça qu'elle a été saillie par ping-pong sûrement, parce qu'autrement ça n'aurait jamais donné un sel français. Tout à fait. Et on a toujours cette précaution pour éviter d'avoir des faux QPS qui en fait seraient des pur sang. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, elle est indiquée DS parce que je n'ai pas dans mon logiciel le OI, l'origine inconnue, vu que c'est quand même quelque chose de très rare, mais sa vraie race, c'est OI, origine inconnue, et croisée à ping-pong, ça a donc permis de donner, comme vous le soulignez, une selle français. Notons que tout ça a été aussi amélioré par Passing Sale, qui est un père de mère de tout premier plan, puisqu'il a notamment produit Cire de Grugy en tant que père de mère, avec MyRisk. Deuxième exemple, Fakir Douderi, multiple gagnant de groupe 1 sur le steeple anglais et irlandais, comme vous pouvez voir ici sur cette liste, dont cette année une 2e édition successive du Melling Chase à Entry. Son pédigré, c'est un fils de Capgard, que l'on ne présente plus, qui est un de nos tout meilleurs étalons. Capgard est un gagnant de groupe 3 en obstacle. C'est aussi le frère utérin de Géos qui est gagnant de groupe 1 en obstacle. On notera que sur les 3 gagnants de groupe 1 obstacle que je présente, 2 d'entre eux sont issus d'un cheval, d'un étalon qui lui-même a fait ses preuves en obstacle. Nickname est gagnant de groupe 1, Capgard gagnant de groupe 3. Quoi de plus logique en fait que de croiser des chevaux qui ont fait leurs preuves dans la discipline dans laquelle on veut produire. On a Niagaria Dubois, sa mère qui est placée, fille du peu avenant Grand Trésor, un cheval qui a souvent donné des poliches caractérielles, mais qui est devenu malgré ça un très bon père de mère, puisqu'on doit à Grand Trésor 6 gagnants de groupe dans la production de ses filles. Alors ce qui est intéressant dans ce pédigré, ici, c'est notamment les inbreedings lointains sur Right Royal, un grand champion en plat, un cheval particulièrement athlétique, et sur Polamia, que l'on voit ici, qui est une jument qui avait gagné le prix du bois sur 1000 mètres à 2 ans, donc rien à voir avec la discipline qui nous intéresse ici, mais qui est quand même l'ancêtre direct de Triptyque, de Dreamwell,
Hernando, enfin, c'est une jument qui a particulièrement marqué, c'est l'ancêtre direct de Garde Royale. On la retrouve dupliquée dans de nombreux bons pédigrés, notamment de façon un peu lointaine, mais notamment chez Hippomène. C'est donc un mode de croisement très intéressant. Il faut savoir que le l'inbreeding sur les juments, c'est-à-dire la duplication d'une jument en haut et en bas d'un pédigré, est une des formules les plus efficaces pour une raison assez simple. En fait, c'est que pour qu'une jument trace par plusieurs voies, plusieurs étalons en particulier, il faut qu'elle ait une génétique quand même supérieure, car une jument produit rarement plus de 15 poulains, alors qu'un étalon peut en produire plus de 3000. Donc les opportunités sont plus minces, et c'est la raison pour laquelle on trouve plus souvent des duplications de juments, en tout cas un taux de réussite supérieur, lorsqu'on fait des inbreeding sur des juments. Que vous dire de plus sur ce pédigré? Donc à la base, on a une grande famille, celle français, triptyque en bon fils de Paul Amiens, lui a gagné le prix Maurice de Guest sur 1300 mètres, donc était un sprinter, et ensuite on va tomber sur Jarvis, Grand Trésor, Cap-Garde, des chevaux de tenue et Vecteur de Gênes Sauter. Oui. Quand on regarde le pédigré, donc on a l'inbreeding sur Paul Amiens, Oui. et on voit Green Lancer, enfin Green Valley étant issu d'une demi-sœur de Paul Amiens. Exact. Donc Exact. on trouve encore cette concentration On concentre. sur ce sang américain extraordinaire. Absolument. Et Green Valley, on va en reparler d'ailleurs, mais c'est aussi une des juments les plus influentes dans la race. Et Sly Paula, la sœur de Paul Amiens, Par Spy Song. Ça a été aussi vraiment Un dragster. jument base extraordinaire. Et leur origine, donc c'était Blue de Nîmes, Oui. la grand-mère. Tout à fait. C'est ce qui a fait la gloire de la famille Wendner en France dans les années 60. Absolument. Est-ce que c'est bien repris là où je dois pour Facebook? C'est bon, t'as le son? C'est vrai qu'il y a une belle voix portante là, donc c'est parfait. Épatante. On va jeter un petit coup d'œil quand même. 6 groupes à un obstacle, 1 en plat. Mais on va la détailler tout à l'heure beaucoup plus. Son pédigré ici, où on retrouve Norris Kettle. Alors Norris Kettle est un fils de Newnes. Newnes, c'est la mère de Nickname. Donc sur la sélection des 6 champions que j'ai faites au départ, tout à fait par hasard, on retrouve quand même la moitié d'entre eux qui ont comme grand-mère Newnes, cette jument particulièrement influente. Ganat, gagnante du prix Jacques de Vienne et du prix de Cran, grande championne sur le plat, récemment à l'honneur d'ailleurs par sa foal, son premier produit, je crois, par Dr Dino, que l'on a vu au show à QPS. Elle a gagné 5 courses en plat pour 100 000 € de gain. C'est une grande souche, on va passer son pédigré quand même, grande souche, ici de plat et d'obstacle, avec cette jument ici, Vindy, qui est gagnante et de laquelle descendent pas moins de 22 black type, excusez du peu, à la fois en plat et en obstacle. Elle a pour père de mère Gentle Wave, fils de Monsoon, un étalon allemand, chef de race allemand très important, vecteur de tenue classique, c'est-à-dire ces chevaux capables de tenir une longue distance et d'accélérer en fin de parcours, comme Galileo, Caesars, quelques-uns comme ça. Le Sanso Marès que l'on retrouve qui est important aussi, avec Rainbow Quest derrière, Rainbow Quest qui est présent dans les pédigrés de 2 autres de nos 6 champions. Gentle Wave est déjà le père de mère de Messagère et de Paradiso, ainsi que de Rebel Fitz, gagnant de groupe 1 en obstacle en Irlande. Guerrier Rose, gagnant du prix de Cran, Grand Prix des AQPS l'année dernière.
3 victoires en 8 sorties, 68 000 € de gains, il n'a couru qu'à 5 ans. Fils de Relink et de Primrose par Video Rock. Alors Relink gagnant du prix de l'Arc de Triomphe, fils de Danzili, lequel Danzili d'ailleurs a très bien croisé avec Luthier, puisque c'est le croisement qui a donné Miss France, qui avait gagné les 1000 guinées pour l'entraînement d'André Fabre. On a ici Video Rock, qui est un des étalons les plus influents, je dirais, dans la jumenterie AQPS, en particulier dans le centre-est. Video Rock a produit, en tant que père de mère, 7 gagnants de groupe 1 en obstacle, ce qui n'est pas rien. On a ici, en deuxième mère, Île Rose, qui est la mère de Dame Rose, gagnante de groupe 2 en H-flat et de Listed en obstacle. Enfin, une famille très riche à tous les niveaux, à vrai dire. La mère elle-même, Primrose, a 3 victoires. Elle a produit 2 black type en obstacle et 2 gagnants de groupe en plat. Donc vraiment une poulinière de premier plan. Et là, on a en inbreeding Riverman, étalon du Kenney, qui a beaucoup marqué lui aussi dans les 2 spécialités, la race du pur sang et de la QPS. Et enfin, on va terminer ce petit tour sur 6 champions avec Irish Point, gagnant l'année dernière à 3 ans du prix Jacques de Vienne. Une victoire et 2 places en 3 courses. Il a été exporté en Irlande. On attend la suite maintenant en NH flat et surtout en obstacle. Son pédigré procède d'un nick. Alors ce qu'on appelle un nick, c'est un croisement favorable, c'est-à-dire un croisement entre 2 lignées mâles qui s'accordent particulièrement bien. Là, c'est la lignée mâle de Monjeu, un des étalons les plus influents en obstacle aujourd'hui par sa lignée mâle, fils lui-même de Sadler's Wells, et Fragrant Mix qui est par Linamix. Le croisement de Monjeu sur Linamix a donné Ecto, a donné Montmartre, et commence à sortir de nombreux bons sauteurs, dont Raffles Face, qui est gagnant du prix Kestarabat de groupe 3. C'est donc un croisement particulièrement homogène avec une duplication ici du gagnant de Derby Shirley Heights, que l'on retrouve notamment chez Silsol, gagnant de groupe 2 en obstacle. Voilà pas mal d'éléments intéressants dans ce pédigré. Et puis surtout, ici, Donatella 2 qui est gagnante du prix Glorieuse. Et en bas, on va retrouver la souche de Isis H. Isis H, c'est une des plus grandes souches à QPS. C'est celle notamment développée par Bruno Vagne, le GAEC Allen. Tous les chevaux qui s'appellent Allen, la plupart descendent de cette jument-là. C'est une des plus grandes familles. On a d'ailleurs, j'ouvre là une parenthèse, mais c'est vrai que dans l'Ouest, on a un nombre de familles globalement plus important que dans l'Est. Dans le centre-Est, c'est beaucoup plus centré sur des gros élevages qui ont développé 1 ou 2 grandes familles. Dans l'Ouest, on retrouve un nombre plus important de familles. La moyenne de poulinières dans le centre est autour de 7 ou 8 poulinières, alors que dans l'Ouest, c'est 1,3. Oui, c'est ça. Par élevage. C'est ça. Donc, d'où la diversité. Absolument. Alors à partir de ces 6-là, je me suis intéressé un petit peu à leur génétique de base, pour voir un petit peu ce que l'on avait. Surname, comme c'est une jeune famille à QPS, on n'a qu'une jument sur 16, enfin un ancêtre sur 16 à la 4e génération qui n'est pas pur sang, ce qui nous donne un taux autre que pur sang de 5,44%. Pour tous les autres, on est sur une construction de pédigré classique en AQPS, c'est-à-dire que Fakir Douderi descend en droite ligne de Marguerite, demi-sang née en 1915, suivi de 9 croisements pur sang successifs. Épatante, Norris Kettle, 1 sur 512, 0,2% AQPS. Elle est AQPS parce que son père de deuxième mère est un sel français, sinon son origine est pur sang. Bianat, même chose. Pervenche, en 8e mère, née en 1937, une fille du pur sang, elle Pérou. Guerrier Rose, 0,2% AQPS. Jacotte, 1929, en 8e mère, fille de Le Rapin. Alors évidemment, il y a d'autres mères derrière, mais on ne les connaît pas. Les pédigrés s'arrêtent là. Et Irish Point, même chose, il descend en droite ligne de Arbalète 3, demi-sang né en 1929 ou en 1933 en 9e mère.
origine Jack Bonita ou Rézuli. Il y a deux sources différentes d'informations concernant l'origine maternelle de ce cheval. Alors pourquoi ça nous intéresse tout ça? Parce qu'au niveau des chromosomes, un petit point de génétique équine pour fixer le tout, le génome équin contient 32 paires de chromosomes, ce qui fait 64. 64 chromosomes. Le nombre 64, c'est aussi le nombre d'ancêtres à la 6e génération du pédigré. Ça veut dire que si Dame Nature a été parfaite dans sa distribution, on va avoir un chromosome de chacun des ancêtres présents à la 6e génération du pédigré. Ce qui n'arrive jamais. Un 64e, c'est 1,56% de l'ensemble de la génétique chromosomique. Ça veut dire, si on revient en arrière, que tous ceux qui sont en dessous de ce 1,64%, c'est-à-dire Fakir Douderi 0,39, Épatante 0,20, Ganad 0,20, Guerrero 0,20, Irish Pond 0,20, ont plus que probablement une génétique chromosomique uniquement pur sang. Il y a une très faible probabilité pour qu'il y ait des gènes, celles français, trotteurs, arabes ou autres, dans le pédigré. Ça ne veut pas dire que ce sont des pur sang. Hein. On va voir après pourquoi. Donc le séquençage des chromosomes a été fait assez récemment, il y a à peine une vingtaine d'années, sur une jument qui s'appelle Twilight, que nous voyons ici. Les gènes, petit rappel, sont les zones fonctionnelles de l'ADN. Chaque gène détermine un caractère. Il y en a 20 322 chez le cheval. 200 gènes influencent la performance. Donc c'est la loterie autour de ces 200 gènes-là, loterie, je dirais, génétique, qui va faire qu'on va avoir un animal d'un certain niveau qualitatif. 20 gènes influencent son comportement, c'est important. C'est pour ça que je sélectionne toujours plus. Moi, dans mes croisements, je travaille beaucoup plus la partie comportementale. Notamment, on a découvert le gène de la motivation. Certains chevaux sont plus motivés au travail, plus déterminés que d'autres. Il y a un gène qu'on a pu isoler qui correspond à cela. Donc, le comportement, ça, c'est quelque chose d'important. Et seulement 2 gènes déterminent la taille, ce qui est quand même relativement faible. Donc on a toujours tendance à mettre un grand étalon sur une petite jument ou l'inverse, etc. C'est relativement facile à corriger par rapport au tempérament. Si vous avez des juments qui sont veules, qui sont de mauvais tempérament, mauvais caractère, etc., ça peut poser problème à l'élevage. J'en ai fait l'expérience. Et je l'ai sélectionné. Pour moi, le comportement, le tempérament, c'est indispensable. Les variantes d'un même gène, il y en a 150 000, ce sont les allèles. Chaque gène a plusieurs allèles possibles, plusieurs variants, qui ont tous 3 modes d'expression. Les allèles dominants, les allèles récessifs, qui doivent être sur chaque paire de chromosomes pour s'exprimer, et les allèles codominants, qui, eux, s'expriment à chaque fois et s'expriment d'autant plus si ils sont portés sur des chromosomes homozygotes. Homozygote, ça veut dire qu'on a des gènes identiques ici sur la paire, hétérozygote, donc on en a un de chaque. Cette notion-là, pourquoi je la mentionne? Tout simplement parce que quand on a des reproducteurs qui sont très homozygotes, on contrôle beaucoup mieux la production. Un cheval qui marque ses produits, il y en a un notamment là, qui nous a surpris cette année, c'est Gary Duchesnay, qui est stationné pas loin d'ici. Tous ces produits sont costauds, ont de l'eau, se déplacent bien, ont vraiment des caractéristiques presque identiques pour toute sa production. Ça, c'est signe qu'un cheval a de nombreux chromosomes homozygotes, donc il va transmettre systématiquement les mêmes caractères à tous ses produits. Ceux qui sont hétérozygotes, largement hétérozygotes, vont avoir une production beaucoup plus large et donc un taux de réussite qui sera plus faible. Et c'est vrai également pour les juments. On s'aperçoit, lorsqu'on parle d'inbreeding, que des juments qui sont très inbred, en 2x3, 3x3, ne sont pas forcément bonnes en course, mais elles vont être de bonnes poulinières, parce qu'elles vont transmettre une génétique constante que l'éleveur pourra exploiter plus facilement.
Alors, les chromosomes, comment ils se distribuent? On en a 32 paires. Donc, ça veut dire que Épatante, elle a hérité de 32 chromosomes de son père Norris Kettle et de 32 chromosomes de sa mère Kadjara. Ça nous fait nos 64. À la génération précédente, on peut donc estimer qu'en moyenne, elle va avoir reçu 16 chromosomes de chacun de ses grands-parents, Myrisk, Nunes, Silver Rainbow et Evavia. À la génération suivante, même chose, 8 en moyenne de chaque. Et enfin, à la 4e génération de son pédigré, chacun va apporter 4 chromosomes. Ça, c'est de la théorie pure. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça, c'est sûr. 32 plus 32. Ça, c'est clair. Là, on a la moitié du père, la moitié de la mère. Ensuite, voilà, ça va être plus aléatoire. Elle peut avoir reçu 20 chromosomes de Myrisk, 12 de Nunes. En bas, pareil, elle peut en avoir 10 de Silver Rainbow, 22 de Evavia. Ensuite, pareil, elle peut être plus marquée par sa 3e mère ou par Take Risk ici, et beaucoup moins par Neomeni, 5, Rainbow Quest, 4 chromosomes. Et quand on arrive à la génération suivante, là, on s'aperçoit que certains vont avoir transmis un chromosome au final ici, d'autres 6, et puis d'autres, rien du tout. Le trou. Alors on peut avoir un inbreeding, par exemple, si on avait la même jument ici, là, on dirait un inbreeding 5 plus 5, super intéressant. Ouais, mais si ça se trouve, il n'y a pas un seul chromosome de cette jument qui est arrivé au produit final. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on analyse un pédigré, c'est que plus on va reculer dans le papier, plus on est dans l'inconnu en fait. C'est ce qui explique aussi pourquoi vous pouvez refaire le croisement ayant donné Épatante 12 fois, vous aurez 12 chevaux différents. Parce que toute cette distribution-là, elle va se faire différemment entre un propre frère, une propre sœur. De Épatante, ils ne seront peut-être pas tous aussi épatants qu'elle. Consanguinité et inbreeding. Alors, les taux de consanguinité, la consanguinité, donc c'est... Comme vous le savez, c'est basé sur l'inbreeding, ou le line breeding, ce qui est plus loin, c'est-à-dire la duplication d'ancêtres communs au père et à la mère. On a un taux de consanguinité chez Sirname de 0,92%. Il est crossbred, c'est-à-dire inbred en 5 par 5 sur Northern Dancer. Fakir Douderi, 1,24. Épatante, 1,08. Elle est ce qu'on dit outcross à 5 générations, puisqu'il n'y a pas de duplication d'ancêtres entre le père et la mère sur les 5 premières générations. Ganat, 1,19, outcross également. Guerrieros, inbred en 4x4 sur Riverman est à 1,67. Irish Point, inbred en 4x4 sur Shirley Heights. Inbred, taux de consanguinité 1,94%. Alors, on est sur un COI moyen, un coefficient d'inbreeding moyen dans la race AQPN de 1,28. Information d'origine IFCE, ARA nationaux. Donc on voit qu'à peu près, on est à peu près un peu en dessous, un peu au-dessus selon les chevaux. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que tous ceux qui ont brillé en plat sont plus inbred que ceux qui ont brillé en obstacle. L'inbreeding a quand même une influence sur l'influx nerveux et donc sur la qualité de plat, sur la vitesse, plus que sur l'obstacle. Ceci dit, il y a de grands champions sauteurs qui sont très très inbred. On peut citer Footpad par exemple, en 3 par 2 sur Sadler's Wells et 4 par 5 sur Green Valley, dont on parlait tout à l'heure. Ce cheval-là, il a un taux de consanguinité de 12% et il a gagné groupe 1 en obstacle en France, en Irlande et à Cheltenham. Donc c'est pas mal non plus. Ce qui est certain, c'est que les éleveurs d'AQPS travaillent à peu près comme les éleveurs de pur sang. Si on prend les valeurs que nous donne l'IFCE, le taux de consanguinité moyen du pur sang est de 1,26 contre 1,28, donc on est exactement dans la norme. Ceci dit, ce sont souvent les mêmes éleveurs. Hein. Tout le monde a un peu... La plupart des éleveurs ont pur sang et AQPS. Donc là, on est dans la norme. Pour vous donner quelques infos sur les autres races, le sel français aujourd'hui est à 0,59% de consanguinité moyenne, ce qui est bas. On a ensuite l'anglo-arabe à 1,16,
donc un petit peu plus bas que la QPS et le pur sang, ce qui est un peu logique puisque croiser des pur sang arabes et des pur sang anglais ensemble, c'est croiser des chevaux qui n'ont aucun ancêtre commun, fatalement, en tout cas pas depuis 3 siècles. Plus inbred que nos AQPS, les pur sang arabes, 2,85 en moyenne, et encore plus inbred les trotteurs français, 4,06. Donc là, on n'est pas dans les mêmes normes. Donc quand on parle, on voit souvent des articles passés dans la presse en disant « Ah, attention, il y a trop de consanguinité dans la race galopeur et tout ». Non, on est très très correct. Il y a des races, notamment de chiens, qui sont par contre là, à des niveaux... Le risque pour moi, c'est 6%. Je ne conseille jamais un croisement supérieur à 6% de taux de consanguinité. Sachez que la consanguinité maximale, c'est 25%. Puisque c'est le croisement d'un frère et d'une sœur, on ne va pas au-delà. Mais moi, je considère que 6%, ça commence à être la barre limite. Oui. Oui, le trotteur, c'est le stud fermé par excellence. Oui. Même s'il y a eu quelques ouvertures, et c'est limité à la France. Alors que l'AQPS ou le pur sang, c'est une race internationale. Enfin, le pur sang étant une race internationale, on apporte beaucoup de sang de l'extérieur. Et donc, même si on tourne souvent sur les mêmes origines, on apporte quand même une grande diversité génétique et on travaille sur une population beaucoup plus vaste de trotteurs qui reste un peu fermé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un débat sur l'introduction de nouveaux sangs actuellement. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. J'ajouterais autre chose, c'est que les pur sang arabes et les trotteurs, l'insémination artificielle est également pratiquée, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et ça peut avoir aussi un effet parce qu'on va se retrouver avec toujours les mêmes ancêtres majeurs au bout de plusieurs générations. C'est une opinion personnelle. Les trotteurs, ils sont limités à 100 juments et les bons étalons pur sang, ils saillissent jusqu'à 150, 200 juments, Oui. 300 en Angleterre. Ouais. Vu pour ça, on passe à la famille maternelle. Ça va, je suis dans les temps? Oui, c'est très bien. Bon, on continue. Famille maternelle. Surname, donc on l'a vu tout à l'heure, souche demi-sang récente. Récente dans la mesure où on n'a pas les origines de la 5e mère. Fakir Doudéry, 9e mère, Marguerite. Épatante, 28e mère, puisque là on est sur une souche famille pur sang, la famille 1N. Alors comment sont numérotées les familles des pur sang? C'est simple. Au 19e siècle, on a compté tous les gagnants classiques de chacune des familles maternelles remontant à une origine connue. Celle qui avait le plus grand nombre de gagnants classiques est devenue la famille 1, ensuite la famille 2, la famille 3, la famille 4, la famille 5, etc. Après, ces familles-là se sont développées en plusieurs rameaux. Donc il y a la famille 1A, 1B, 1C, 1N, qui est celle de Épatante, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tables de Bobinski, que tout le monde connaît chez le pur sang. Donc voilà comment on les identifie. Donc ici, on a 6 AQPS. On en a une qui descend d'une famille maternelle, pur sang. Tous les autres descendent de demi-sang ou de sel français, enfin en tout cas de chevaux autres que pur sang réellement. Les demi-sang, avant c'était AQPS demi-sang. Avant on appelait les AQPS demi-sang. Oui. Le jargon. Oui, c'est tout à fait. Tout à fait. Ce sont des... Et c'était même une race demi-sang. Avant le sel français, c'était le demi-sang. Alors tout ça pour en arriver à quoi? À l'ADN mitochondrial. Certains connaissent peut-être cette notion, mais il m'a semblé utile de la rappeler. C'est quoi l'ADN mitochondrial? Bien, quand on prend une cellule, on a un noyau. Dans le noyau de la cellule, on a les chromosomes, donc la génétique qu'on appelle l'ADN chromosomique. Dans la cellule, on a aussi des mitochondries. Ces mitochondries, on en voit ici au microscope électronique ou ici en coupe, ces mitochondries contiennent de l'ADN, qu'on appelle ADN mitochondrial, un ADN qui exerce une influence importante sur le niveau de performance, au niveau de la respiration en particulier, au niveau de la vitesse, de la tenue, même au niveau de la croissance. Il y a seulement 37 gènes, dont 13 fonctionnels, 3 à 10 allèles par gène. Il y a peu de matière
génétique, mais les mitochondries, on peut en avoir jusqu'à 1000 par cellule. Et il y a des milliards de cellules pour constituer un cheval. Donc l'influence de cet ADN mitochondrial est important. D'où vient cet ADN mitochondrial? De la mère, et uniquement de la mère. Pourquoi? Parce que lors de la fécondation, on a une ovule. Cet ovule est une cellule avec un noyau et avec des mitochondries. Le spermatozoïde, lui, n'a qu'un noyau. Il n'a pas de mitochondries. Donc, la génétique, ici, n'est transmise que de mère, enfin par les mères. Et lorsqu'on regarde dans un pédigré, donc c'est toute la partie basse du pédigré. Les familles maternelles réelles en pur sang sont au nombre de 33. C'est-à-dire que si on regarde les numéros de familles, on a 200 familles différentes, et quand on analyse les haplotypes, c'est-à-dire les différents types d'ADN mitochondrial, on descend à 33 familles maternelles réelles. Chez la QPS, le travail n'a pas été entrepris, on l'avait proposé, mais il n'a pas été encore mis en place. Mais si on analysait les ADN mitochondriaux de toutes les grandes familles à QPS, on pourrait là aussi les classer et pouvoir améliorer nos croisements. Tant l'association entre la génétique des chromosomes et celle de l'ADN mitochondrial est importante. L'ADN mitochondrial a donc comme origine toujours la mère, donc hépatante l'a hérité de Kadjara, qui en a hérité de Evavia, etc., jusqu'aux origines de la race, jusqu'au temps des dinosaures, même si on veut. Cet ADN mitochondrial subit très très rarement des mutations, donc on a quelque chose de très fiable. C'est d'ailleurs parce qu'il y a cet ADN mitochondrial que les familles maternelles marquent en fait la production beaucoup plus que les étalons. On peut estimer que la génétique d'un cheval, c'est 60 à 70% la mère, 30% l'étalon. Et c'est par cet apport de génétique maternelle, c'est vrai chez les humains aussi, hein. Merci. Mais là on a arrêté l'élevage là. Il n'y a plus de plumes à l'éleveur. Vu pour ça, on va se focaliser un petit peu sur le pédigré de Hépatante, la bien nommée. 2 victoires et une place en 3 sorties à 3 ans en plat, dont le prix Jacques de Vienne, groupe 1, le derby. 9 victoires de 4 à 8 ans, notamment cette année, dont le Entry Hurdle, Fighting Fifth Hurdle 2 fois, Champion Hurdle, Christmas Hurdle 2 fois. Une authentique championne qui a près de 900 000 livres de gains. Élevée dans l'Ouest, il faut le rappeler. Alors quand on regarde un pédigré, la première chose qu'on regarde c'est le père évidemment, parce que les pères tout le monde les connaît. Quand on va aux ventes, beaucoup d'acheteurs vont dire ah, moi je veux un Norris Kettle. Bon bah ils vont regarder tout ce qui est Norris Kettle sans regarder ce qu'il y a à côté. Norris Kettle c'est qui? C'est un étalon aujourd'hui hautement confirmé. Il a produit également Ganat, hein, qu'on retrouve dans notre liste initiale. C'est un frère utérin de Nickname, que l'on a vu également comme père de Sirname. Et puis bon, voilà, sa production aujourd'hui est Hépatante et Ganat en plat, et en obstacle, les gagnants de groupe 1, à la haut, Hépatante, Esprit du large, un étalon qui fait partie de nos meilleurs reproducteurs. Hépatante est une femelle, donc elle a hérité de 2 chromosomes X. Il faut savoir que les chromosomes sexuels, donc X et Y, le chromosome Y, lui, ne détermine que les attributs masculins d'un animal, d'un être humain. Et le chromosome X, lui, exerce par contre une influence sur la performance, pas le Y. Le X, donc, est important. On en a 2 chez Hépatante. Alors pourquoi je vous montre ça maintenant? C'est simple, c'est que Hépatante a forcément hérité du seul chromosome X de Norris Kettle. Ce chromosome X, il l'a hérité de Nunez, qui est donc aussi la mère de Nickname. On peut supposer qu'il s'agit là d'un chromosome X très, très performant, vu que Nunez est également la mère de Nickname, qui était devenue aussi un grand étalon. Ce chromosome X-là est important parce que s'il était entre guillemets de mauvaise qualité, on aurait un étalon qui produirait bien en mâle, mais mal en femelle. On peut avoir des fois l'inverse, c'est que l'étalon n'a pas une grande génétique pour produire en mâle, mais son chromosome X est d'une telle qualité que toutes ses femelles sont supérieures au mâle. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on peut intégrer. Il faut savoir quand même que Nunez a hérité de ces 2 chromosomes X de Simply Great
donc de Seneca. Seneca, c'est quand même une jument exceptionnelle, c'est la mère de Sagas, notamment, gagnant du prix de l'Arc de Triomphe, grand champion. Et l'autre de Néoménis, qui est pas mal non plus. Donc on a... C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup d'éleveurs disent « Moi je sélectionne les étalons pour mes juments s'ils sont issus d'une bonne souche maternelle ». Alors c'est pas du tout par l'ADN mitochondrial, là, parce que lui il n'est pas du tout transmis. Norris Kettle, son ADN mitochondrial, il reste là, il ne va pas là. Par contre, chromosome X qui va transmettre, lui il est important. Donc si la souche basse de l'étalon est de qualité, on a un plus. Et du côté bas, il y a un des deux chromosomes X de Kadjara qui est arrivé dans le génotype de Épatante, soit celui de Silver Rainbow, dont il aurait hérité de Arienne. Arienne, grande championne, gagnante de la poule d'essai des pouliches. Pas mal au haras non plus, puisque Arienne, croisée également à Rainbow Quest, a produit Quest for Fame qui a gagné le derby d'Epsom. Soit c'est le chromosome X qui vient de Evasia, donc peut-être de Useful, donc, qui est la seule mention non pur sang du pédigré de Épatante sur 28 générations. Alors c'est là où on peut se poser la question, Épatante est-elle AQPS ou pur sang? Vu que la souche est pur sang, elle n'est pas AQPS, et que Useful lui-même a quand même un taux de sang non pur sang très lointain, si on faisait une analyse complète chromosomique du génotype de Épatante, il y a de grandes chances que ce soit une pur sang. En tout cas, elle les bat sur la piste et c'est tout ce qu'on lui demande. Exactement. Bon, ensuite, ce qu'on regarde en deuxième, dans un pédigré, ça va être la souche maternelle, bien évidemment. Donc, Épatante, fille de Kadjara, qui est gagnante en plat. Elle a produit Ratafia, gagnante du prix d'Estruval. Alors, Ratafia n'a pas le caractère gras dont ont droit aujourd'hui les gagnants de groupe AQPS, puisque c'était avant 2018. Mais elle est quand même gagnante de groupe 3. Tante Sissi, elle, a eu le droit quand même, au prix de l'île Briand, à les placer, mais elle est aussi gagnante en NH flat et gagnante en listed, en obstacle. C'est quand même pas mal. Épatante derrière. On a, et puis Fanfaron Dino aussi, qui a gagné 2 courses cette année en obstacle et qui n'a pas fini sa carrière. La souche, elle descend d'une américaine, All Too Legal, qui a produit Flipsal, gagnant des Wood Memorial Stakes, un groupe 1 préparateur au Kentucky Derby aux États-Unis. La mère suivante n'a pas eu beaucoup de chance, seulement 2 produits, un vainqueur. Donc là, il y a un trou dans le pédigré. Ensuite, on se retrouve avec un mélange de performeurs black type en plat et en obstacle, d'où la notion en italique ici. Et Kadjara, qui, grâce, on va le voir aussi, à son père de mère, a mieux produit. Alors, ce qui nous intéresse après, c'est le croisement lui-même, savoir qu'est-ce qui colle avec quoi. Si on regarde dans la production de Norris Kettle, on a de la chance, c'est un étalon confirmé, donc on peut voir avec quoi il croise bien. Si on regarde avec Rainbow Quest, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne Ajas, qui est par Norris Kettle, une petite fille de Rainbow Quest, gagnant du prix Murat, groupe 2, Troyton, groupe 3, Grand Prix de Pau, groupe 3. C'est pas rien. C'est déjà un indice. Deuxième indice, est-ce que ça croise bien avec Blushing Groom? Allégorie de Vassy, par Norris Kettle, une descendante de Blushing Groom, a gagné un groupe 3 en Irlande, en obstacle. Norris Kettle avec Green Dancer, aucun risque. Gagnant du Dovecote, Novices Hurdle, groupe 2. Norris Kettle avec Green Dancer plus Blushing Groom plus Herbagé, on retrouve cette même combinaison chez Shekidam, vainqueur du prix Guillaume de Pracontal. Et si on va plus loin dans les lignées mâles, on se retrouve vraiment face à un vrai Nick. MyRisk lui-même, avec le centre Green Dancer, a produit son meilleur sauteur, Cyr de Grugy, 5 victoires de groupe 1 en steeple en Angleterre. Take Risk, le père de MyRisk, par Blushing Groom, ça a donné Blushing Risk, prix du Conseil de Paris. Take Risk par Green Dancer, Mr. Height, gagnant de groupe 2 en obstacle. Highest Honor par Rainbow Quest, Marotta, gagnant du prix Saint-Alary en plat. Highest Honor Blushing Groom, Dédication, prix de la Forêt. Highest Honor Blushing Groom, Green Dancer, ça a donné Rêve d'Oscar, prix Saint-Alary. Highest Honor Blushing Groom par Green Dancer, c'est Royal Honor, gagnant du Cambas RS. Donc quand on a fait le tour un petit peu de tout ça, on est capable de dire qu'il y a une compatibilité génétique haut de gamme entre la mère, entre le père et le pédigré de la mère.
Donc on travaille nous beaucoup là-dessus, en enregistrant évidemment en temps réel toutes les courses. Hein, elles sont toutes récapitulées, et lorsque vous utilisez sur DNA Pédigré notre simulateur de croisement, ou chez les étalonniers qui l'ont mis sur leur site, vous avez toutes ces références-là qui sortent lorsque vous faites une simulation de croisement. On arrive sur la fin de notre présentation avec cette fois un petit focus sur le père de mer. Père de mer, ici c'est Silver Rainbow, pas très connu, étalon qui aujourd'hui n'a que 12 poulinières actives en France, donc c'est pas Saint-Dessin. Hein. Saint-Dessin, là, effectivement, vous allez à Hauteuil un jour de grand steeple, et puis tous les gagnants de groupe 1, regardez la mer, c'est des Saint-Dessin. Là, on n'est pas dans le même topo. Lui, il a été relativement moins bien servi, mais rappelons-le, c'est un fils de Rainbow Quest qui est quand même très influent en obstacle. Ariane, championne à 3 ans en plat en France, et c'est le propre frère de Quest for Fame, gagnant du Derby d'Epsom. Il a donc un potentiel de père de mer intéressant. Il faut savoir aussi que lorsqu'un cheval est un bon père de mer, c'était le cas de Blushing Groom, c'était le cas de Rainbow Quest, leur descendant est également un bon père de mer. Et pourquoi ? Parce que les étalons ont une génétique particulière que les Anglais appellent les imprinted genes, que je vais appeler les gènes endormis. Une génétique qui est donc transmise aux juments, mais sans s'exprimer. Elle reste endormie, elle ne bouge pas. Elle s'exprime chez les produits de la jument. Ce sont donc des gènes qui sautent une génération. C'est dommage que mon petit-fils ne soit pas là, parce que vous aurez vu tout de suite que les gènes que j'ai transmis à ma fille ne sont pas exprimés, mais chez lui, oui. Hein, lorsque ma sœur a vu le fils de ma fille, elle a dit à ma fille « Mais tu l'as fait avec ton père, quoi ?» Non, pas du tout, je vous rassure. Hein. Mais voilà, donc ça c'est important à savoir, parce que cette génétique-là, et c'est pour ça aussi que quand on résume un pédigré, on ne s'arrête pas au père et à la mère, on cite le père de mer. Le père de mer est très influent, très très influent. On peut avoir des juments qui sont nuls en course, inédites, non pas courues, non placées, nulles, mais qui ont une génétique intéressante à transmettre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si cette génétique constituée d'imprinted genes s'accorde avec celle de l'étalon, là c'est jackpot. C'est ce qu'on appelle un nick. Style Galiléo par Dan Hill, style Garde Royale par Cadoudal. C'est ce genre de choses. On a là des génétiques qui sont non seulement compatibles, mais si en plus elles sont véhiculées par des étalons qui sont majoritairement homozygotes, c'est pratiquement à chaque fois jackpot, quoi. Style Sadlerswells-Topville, Sadlerswells-Darshan, ce genre de choses. Donc ça, c'est important à connaître. Le père de mer, c'est important. Toujours choisir, lorsque vous sélectionnez une nouvelle jument, que vous voulez garder une jument à l'élevage, regardez bien son père, s'il a un vrai potentiel de père de mer. Ce n'est pas forcément les meilleurs étalons, pères de gagnants, qui deviennent de bons pères de mer. Si on prend l'exemple, par exemple, si vous regardez les statistiques de Dubaoui, pour revenir au plat, Dubaoui est un étalon haut de gamme, très haut de gamme, mais en père de mer, il n'influence absolument pas. Ça ne marche pas. Et toute sa lignée mâle est comme ça. Donc ça fait partie des choses, voilà, comment produire un champion, pas forcément avec des filles de champions, mais avec des filles de bons pères de mer, c'est important. On va résumer avant de passer aux questions. Donc, juger de la qualité d'un pédigré ou comment produire un champion, il y a les axes principaux. C'est évidemment la génétique véhiculée par les deux parents et par le père de mer. Le reste n'est que supputation, je dirais, au niveau du pédigré. Ce sont vraiment les deux parents qui comptent avant tout. On a vu évidemment des juments très mauvaises produire des champions, et leur propre sœur est une championne et jamais produire un bon cheval. Ça fait partie de la vie d'éleveur. La souche maternelle est très importante par l'ADN mitochondrial. C'est ce qui fait la force des AQPS. Et j'espère qu'un jour, on creusera la chose pour mettre en évidence tous les haplotypes d'ADN mitochondrial différents de la race du pur sang et qui font aujourd'hui la force vraiment génétique, la supériorité génétique de l'AQPS, osons le dire. Indispensable la compatibilité génétique, ça c'est clair.
Et enfin, la consanguinité, qui est très peu utilisée, trop peu à mon avis, parce que c'est un mot qui fait souvent peur, la consanguinité. Trop peu utilisé pour l'obstacle, trop peu utilisé dans la race AQPS, mais qu'il faut bien entendu utiliser de façon raisonnée et raisonnable. Maintenant, il faut quand même savoir qu'on est sur une génétique qui est sélectionnée depuis des siècles, vu qu'on est majoritairement pur sang dans le pédigré des AQPS, on a 3 siècles de sélection fermée, ce qui veut dire que n'importe quel croisement entre un étalon X et une jument Y peut vous donner un champion. Vous avez une chance sur 3,3 milliards, mais vous avez quand même une chance. Et c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. En dehors de la chance, si vous voulez vraiment améliorer, sélectionnez bien la génétique des parents, le croisement, la souche maternelle, la compatibilité génétique, la consanguinité, et vous aurez peut-être sur 2 ou 3 croisements avec la jument la possibilité de sortir quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Merci à vous. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? Ou est-ce que je vous ai tous endormis là? Il y en a trop, hein? Il y en a trop. Oui. Une toute petite, tu as évoqué tout à l'heure le fait de l'ADN mitochondrial sur les pur sang. Oui. Ça avait été testé, si on peut Oui, dire. absolument. Voilà. Et ça ne l'est pas sur notre race. Non. Ok. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos amis pur sang sont en train de prendre des longueurs d'avance sur la sélection vers l'obstacle. On peut dire ça. On peut dire ça, dans la mesure où moi je me suis amusé à regrouper toutes les familles de la taupe de Bobinski par haplotype. D'ailleurs, on trouve des erreurs. C'est très marrant. La famille 9, par exemple, on arrive, on a la 9A, la 9C, etc. Excellent. 9H, oh, c'est pas le même. Hop, c'est un mètre ailleurs. Bon, il y a plusieurs familles comme ça. Donc, quand on les regroupe, on se retrouve avec 33 possibilités, 33 haplotypes. Et quand on fait des croisements, on s'aperçoit que certains étalons vont mieux réussir avec tel et tel haplotype qu'un autre. Alors que si on se fie uniquement aux familles maternelles, au numéro de famille maternelle, c'est quand même de 33, on passe à plus de 200, et on ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi. Donc oui, c'est quand même un avantage. Moi, c'est un outil que j'utilise pour les croisements pur sang et qui me manque lorsqu'il s'agit de faire des croisements AQPS. Oui. Comment on le fait pour les AQPS du coup? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en œuvre? Alors, vous contactez DNA Pédigré, membre de Francir Mediaprod, et nous, on lance le truc. On l'avait proposé dans le cadre du livre des familles, ça faisait partie de notre proposition, mais comme on n'a pas été retenu, on s'en est resté là pour l'instant, mais il suffit, nous, ce que l'on fera si on lance ce programme-là, c'est faire des prélèvements de sang, tout simplement, sur un sujet sur chacune des grandes familles maternelles à QPS. On envoie ça à un atelier une entreprise de génomique. Et puis, comme tous ces haplotypes, ils sont, je veux dire, il y a une nomenclature. C'est pas un truc. On pourra les comparer à notre base de données pur sang. On retrouvera sûrement certaines familles QPS qui en fait sont des dérivés de pur sang parce que il n'y avait pas de papier, c'est revenu dans... voilà, mais c'est certainement pas la majorité. Il faut savoir d'ailleurs, aujourd'hui, on avait calculé grâce au catalogue numérique, qui est quand même une très bonne chose parce que ça nous permet d'avoir une vue globale de la race AQPS. Il y a plus des 2/3 des AQPS aujourd'hui qui descendent d'une jument demi-sang et 1/3 qui sont de souche pur sang. Et donc vous identifiez combien de familles alors AQPS? Alors là, chaque fois que Voladono il fait un poulain, il y a une nouvelle famille AQPS. Donc il y en a un paquet. Une femelle. Oui, une femelle, oui. Mais il y aurait combien de juments à prélever alors, à peu près? On a 1000 naissances. Oui, je pense qu'il y a 60, 70 juments, un truc comme ça, pour avoir vraiment et là, on aura 95% des souches AQPS. Après, bon, c'est tous les croisements avec nid d'or, avec... où là, on est sur des... Cela dit, tu es sur des familles pur sang. On est sur des familles pur sang, ça ne joue pas, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et du coup, le coût
Le coût était de combien? Bon, là, il faut faire un devis. Hein. Ah bah, c'est sur un. Faut Non, le mais faire un ordre globalement. Oh bah, un ordre d'idée, je ne sais pas, il faut voir avec les sociétés de génomique. Je sais que d'année en année, ça baisse. Hein. Cette analyse-là, il y a 3 ans, on les payait 1 000 $. L'année dernière, c'était 200 $. Si ça se trouve, il y en a pour 50 balles aujourd'hui, hein, j'en sais rien. C'est... Ce qui est certain, c'est que l'outil génomique est sous-estimé, sous-utilisé Oui. Dans le monde de l'élevage du cheval. Oui. Et on a pris beaucoup de retard par rapport aux autres productions animales qui l'ont complètement intégré dans leurs outils de sélection. Oui. Et il est grand temps qu'on se réveille parce que ça va nous ouvrir des tas de possibilités, pas seulement non, pas simplement des manières d'améliorer l'élevage, ça le sera, mais aussi pour isoler des maladies génétiques, par exemple, et les éliminer petit à petit de nos productions d'élevage. Un peu comme les trotteurs ont fait. Absolument, mais il y a une grande réticence encore dans le monde du Ah, c'est plus qu'une réticence. Hein. et de l'élevage de chevaux de course en général, Ouais. mais il faut dépasser ça, Ouais. et ça passe par, à mon avis, beaucoup plus de pédagogie pour expliquer que la génomique, c'est pas l'eugénisme, c'est pas les théories nazies. Non, non, absolument. Jawohl, Herr Ruxel. Je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout que bon, c'est pas ça qui va... on dit toujours, ah ouais, mais après ça va être trop facile. Non, 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 il n'y a rien de facile avec la nature, il n'y a rien de facile avec la génétique, rien de facile avec l'élevage. Ah non, 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 non. Mais par contre, c'est un outil qui peut permettre justement d'améliorer la santé des chevaux, d'améliorer le niveau de performance et de faire évoluer la race, hein, tout simplement aussi, ce qui n'est pas négligeable. Améliorer la solidité des chevaux, enfin bon, des choses comme ça. Oui. Tout à l'heure, vous évoquiez une supériorité des AQPS par rapport au pur sang. C'est dû à quoi? Bon, c'est dû au fait que vous élevez tous des AQPS dans cette salle, hein, que je suis quelqu'un de poli. Non, la supériorité des AQPS, je dirais, elle est liée à une multitude de souches maternelles que n'ont pas les pur sang et qui sont plus adaptées, plus robustes, je dirais, plus adaptées aux longues distances et à l'obstacle. Notamment le trotteur. Le trotteur, c'est une source de coups de saut, de solidité extraordinaire. Moi, quand j'étais cavalier, j'adorais monter. Je faisais souvent des croisements pur sang trotteur, et comme Galoubet, c'est l'exemple type. Et on a des chevaux là qui sont extraordinaires, quoi. On est à Cran, l'un des gagnants du Grand Cross, ça faisait Xar. Oui, oui. C'était une souche trotteuse. Oui. Et on a du sang trotteur chez Cyrname, on en a chez beaucoup d'autres. Hein. Et Cyrname, c'est assez récent quand même. Hein. Donc la richesse et la supériorité des AQPS, aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est la voie vraiment à suivre. Parce que quand vous faites un croisement, j'ai rien contre Voilà Denot, mais vous croisez Voilà Denot avec une pur sang, vous avez un pur sang, vous n'avez pas un AQPS. Voilà Denot, si vous prenez sa génétique chromosomique, oui, au niveau ADN mitochondrial, oui, en plus c'est la même famille que Nidor, c'est une grande famille, Paresca, c'est une jument extraordinaire. Oui, je suis d'accord, lui c'est un AQPS, mais les chromosomes qu'il transmet, c'est les chromosomes de pur sang uniquement. Hein. Useful, c'était le cas. Chacun appréciera, chacun son avis sur la question. Tant qu'on ne peut pas faire d'analyse, on peut pas le savoir. Mais de toute façon, s'il a des gènes AQPS, c'est 1%, 2%, quoi. Ça reste faible. À l'adaptation La génétique. de la génétique, Oui. Oui. de l'évolution des sols, Oui. de l'alimentation. Oui. Le fait que dans le pur sang, on a le droit de débuter à 2 ans par exemple et que les AQPS à 3 ans, est-ce qu'il y a une adaptation aussi génétique qui peut s'être faite par rapport au travail du cheval en lui-même, par rapport aux os Oui, là, il y a deux choses. Il y a effectivement la sélection qui s'est faite chez le pur sang sur les courses de 2 ans depuis très, très longtemps. Hein, du temps d'Eclipse en 1764, Eclipse a débuté à 5 ans et on le considérait comme précoce. Ça, dès le siècle suivant, les chevaux couraient à 2 ans et régulièrement sur des programmes sur courte distance. Donc, effectivement, il y a eu cette sélection. La deuxième chose qui est importante, c'est que si on reprend des pédigrés
comme celui-là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a Norris Kettle, qui était un cheval de 2400 mètres. On a Silver Rainbow, 2400 mètres. Useful, c'est de la tenue. New Chapter. On a Refik, Milrif. On n'est pas pour une production de chevaux précoces, là. On croise en vue de l'obstacle, généralement, avec des chevaux qui ne sont pas des sprinters. Et je n'ai pas parlé du gène de la vitesse, mais chez les pur sang, on a les CC qui sont des chevaux sprinters très précoces, les CT et les TT. Les TT sont les sauteurs. Donc on a une génétique que l'on recherche pas en AQPS et qu'on a recherché en pur sang pour améliorer la vitesse et la précocité. Maintenant, en 3 générations, vous pouvez faire un sprinter avec des AQPS. Mais à ce moment-là, il faut croiser sur du sprinter. Sprinter, sprinter, sprinter. C'est clair ma réponse ou oui? Après, bon, je vais vous dire, les anglo-arabes, par exemple, les anglo-arabes n'ont pas le droit non plus de courir à 2 ans. Vous allez au Maroc, vous avez des courses de 2 ans pour anglo-arabes. Et ils sont sélectionnés en conséquence et ils courent. Et si on croise avec un miler, est-ce qu'on a plus de chances d'améliorer la vitesse? Alors, j'ai fait l'étude sur 1500 gagnants de groupe. Et j'ai regardé la catégorie de distance du père. Et c'est comme aux élections présidentielles, c'est 51-49. Vous en avez 51% qui sont bons jusqu'à 1900 mètres et 49% qui vont de 2000 mètres à plus et les sauteurs. On est vraiment sur les deux. Si vous regardez l'élevage des sauteurs aux États-Unis, eux, ils vont vous dire qu'il faut mettre des sprinters. Pourquoi? Parce que le sprinter est plus souple. Et la souplesse, elle aide à l'obstacle. On n'a pas parlé des dosages parce que, bon, j'avais qu'une demi-heure au départ, hein, et là, je crois que mais on n'a pas parlé des dosages, mais les dosages, c'est pareil. On a des notions sur lesquelles on peut travailler, notamment la vitesse intermédiaire. Ce qu'on appelle la vitesse intermédiaire dans les dosages, c'est l'aptitude d'un cheval à tenir un train élevé longtemps. Et c'est synonyme de souplesse. Et chez les bons sauteurs, on se retrouve souvent une bonne dose d'intermédiaire dans les dosages. La brillance, c'est la précocité et le changement de vitesse. Le classique, bon, c'est le cheval polyvalent. Le solide, c'est le cheval de tenue. Et le professionnel, c'est le cheval de grand fond, pour vraiment les longues distances. Pour gagner, par exemple, le Grand Cross cet après-midi, là, il faut du professionnel. Le professionnel, on l'a par Shirley Heights, on l'a par des chevaux comme ça. Darshan, etc. Mais l'intermédiaire, oui, et les Américains, donc, ils vont vous dire, pour faire un sauteur, il me faut des sprinters. J'en suis d'ailleurs un exemple, puisque j'ai élevé un cheval qui s'appelle Straight to It, qui a été un des tout meilleurs sauteurs américains. Son père, c'est Jones Causeway, saillie à $300,000. La mère, une sœur de Chamardal. Donc moi, je voyais le cheval plutôt aller sur le Kentucky Derby, vous voyez. Et c'est devenu un sauteur de premier plan, quoi. Il a gagné, je sais pas, $350,000 ou $400,000 en obstacle aux États-Unis. Alors bon, c'est pas le même réseau que chez nous, mais bon, voilà, c'était un cheval quand même. Jones Causeway, c'était un miler, un cheval avec un tempérament très déterminé et puis une grande souplesse, et voilà. Nationalement, essayer de voir ce qu'on peut faire pour rejoindre nos amis pur sang dans une certaine détermination et non pas un déterminisme. Ouais. Hein, Tout à fait d'accord, hein, la compétition est là et il ne peut qu'être favorable à tout le monde. D'autant que nos produits courent, on va dire, peu avec leur race en termes de carrière, et après ils vont affronter bien sûr les pur sang. Oui. Donc quelque part l'objectif c'est bien contre les pur sang qu'il faut qu'on aille. Donc il faut qu'on joue à armes égales Complètement, oui. en termes d'élevage. Il y a encore quelques courses importantes qui sont réservées aux pur sang, en Irlande notamment. Oui, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. C'est important de le... L'obstacle. Oui, Oui, c'est ça. l'obstacle. Donc là, on n'a pas le droit. Non. Donc ça, faut le savoir aussi, il y a quand même de grandes opportunités pour nos AQPS d'affronter les meilleurs. Et Dieu sait qu'ils le font régulièrement et victorieusement très souvent. Pas d'autres questions? Non, je pense qu'on peut remercier
pastier. Encore une. Pour ces- Encore une? Non, mais c'était juste pour dire que quand même, il ne s'agit pas de pasticher le pur sang, parce que la QPS a des spécificités. C'est un mode d'élevage, mais c'est aussi un mode de sélection avec un circuit un programme de course. Pourquoi le pur sang, la QPS en est là aujourd'hui? C'est peut-être parce que justement, on les préserve. À 3 ans, on leur réserve un programme de place spécifique à QPS, où ils courent entre eux, et c'est en partie à cause de ça qu'à 4-5 ans, ils sont compétitifs contre des pur sang et qui peuvent leur donner le triomphe. Je crois qu'il faut être vigilant. C'est pas, il faut pas aller totalement dans... Ah non, mais je pense pas avoir pastiché la race à QPS, et ça revient à la première slide de mon exposé, c'est que tout va dépendre de ce que l'on va faire avec ces chevaux-là, des manipulations, enfin l'influence de l'homme, l'influence du milieu, etc. C'est aussi l'influence du travail, du programme de course qu'on leur donne, etc., qui fait qu'on construit une race. Ça fait un siècle que la QPS se construit, il ne faut pas l'oublier, ça fait 3 siècles pour le pur sang, mais pour la QPS, avec un siècle, on a déjà quand même pas mal de recul. Et on a vu avec un cheval comme Sirname, qu'en 70 ans, on peut produire un cheval qui sera supérieur au pur sang à l'obstacle. Et proportionnellement, si on revient à la première slide, est-ce que vous pensez que c'est un tiers, un tiers, un tiers Non, c'est 2 tiers génétiques. Et ensuite, le dernier tiers, c'est réparti entre les deux. Si vous passez sur le trotteur, ce sera un peu moins la génétique, parce qu'il y a beaucoup plus d'influence du travail. Si vous allez sur le cheval de sport, il y a plus d'influence du dressage, donc la génétique devient à ce moment-là un peu moins importante. Mais comme le galop, le saut sont des allures naturelles poussées à l'extrême, l'influence de l'homme et du milieu devient non majoritaire, enfin minoritaire par rapport à la génétique elle-même. Et dans l'obstacle, l'influence de l'homme est supérieure à celle du plat. Oui, légèrement, oui, mais elle est supérieure, oui. Oui, tout à fait. Normal. Merci Thierry. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook et qui ont eu la patience de me suivre pendant ces... Et ceux qui vont revenir pour avoir... Je le souhaite, je le souhaite.